Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Terre et de Régis Média Guinée. Bienvenue à votre émission Laboratoire qui traite des transitions éco-responsables. Notre invité du jour est Dr Edouard Zotomou Pogomou. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est connu, hein, les pays africains font face à des dérèglements directement liés à l'action de l'homme sur son environnement. S'il est mesuré aujourd'hui que l'Afrique, ce n'est pas forcément le continent qui pollue le plus, hein, c'est moins de 4% des émissions de CO2. Il n'en demeure pas moins que les populations subsahariennes sont vraiment impactées. Pluviométrie perturbée, on est en train de vivre des pluies abondantes au mois de mai. Je crois que c'est rare. Le dérèglement du climat se fait de plus en plus sentir. Il y a également la désertification et la défertilisation des sols. Mais aussi la pollution de l'air et voilà, et j'en passe. Il est vrai que la construction d'une conscience citoyenne à l'échelle d'une nation est désormais cruciale et urgente. Les populations subsahariennes doivent plus que jamais être résilientes, perspicaces et volontaires pour faire face à ces situations. Et pendant ce temps, que fait la politique? C'est pour ces raisons que Laboratoire a décidé de questionner, Laboratoire a décidé d'enquêter, Laboratoire se propose d'informer. Laboratoire propose également, met des propositions sur la table. Bonjour Dr Edouard et bienvenue dans l'émission Laboratoire. Bonjour à tous les éditeurs. Le thème de cette émission, encore une fois, c'est transition écologique, zoom sur l'action publique en Guinée. Notre invité, pour en parler, est un homme politique. Il a été candidat aux dernières élections présidentielles. C'est le dernier, en 2020. Il était candidat aux élections présidentielles, donc c'est aussi un expert affûté sur les questions liées aux gouvernances des ressources naturelles. Avec lui, nous allons essayer de parler de la transition écologique en Guinée, de la conscience citoyenne, mais aussi des enjeux liés au réchauffement climatique et les orientations prises ou qui doivent être prises par la politique. Une fois de plus, merci de nous faire confiance. La première question est, docteur, moi je voudrais savoir un peu rapidement votre parcours universitaire qui vous a mené à ce métier que je pense être passionnant, les industries extractives. Merci pour cette question. Comme vous le dites si bien, je suis Dr Edouard Zotomou Pogomou, je suis ingénieur de mines et de métallurgie extractive. Mon parcours, je ne veux pas aller un peu plus loin. Je vais peut-être commencer simplement au niveau de la terminale, quand je rentrais à l'Institut. J'ai fait 2 bacs chimie. Donc de là, j'étais relativement bien, parce que tous mes amis le connaissent. Donc je suis rentré à l'Institut Polytechnique à l'époque et je suis de la 9e promotion universitaire. C'est la même promotion que mon ami Laïcine Darren Diallo. Avec qui il fait de la politique? Avec qui je fais la politique. Bon, lui, il était en comptabilité, moi j'étais au mine. Mais en ce moment, on ne se connaissait pas très bien, on ne se connaissait même pas en ce moment. Mais de toutes les façons, je suis rentré donc à l'Institut, j'ai fait mine et géologie. J'ai terminé en 1976 avec un sujet de mémoire sur FRIA, le bauxite à plaquettes. Comment est-ce que ce bauxite-là impactait le rendement d'extraction au niveau de l'usine de FRIA. Et de là, je suis allé au ministère des Mines et de la Géologie après ma soutenance dessus. J'étais au bureau d'études techniques, en section matières précieuses. C'est là que on a divisé effectivement l'insertion des populations dans le développement, la mise en valeur de nos ressources minières. Ben, je ne suis donc pas resté ici. Je suis en train de raccourcir, d'aller vite. Voilà, alors que je suis allé aux États-Unis sur Bourse Alco. Bourse Alco, j'ai été un des récipiendaires pour aller faire des études de post-université. J'ai donc fait un master à l'Institut des mines et de technologie, géométrique, et ensuite un PhD à l'Université de l'Idaho. Et c'est de là que je me suis retrouvé avec des grandes compagnies comme Rio Tinto, Unisys Crucial, travaillé avec eux pendant près de 17 ans. Ça m'a ramené un peu partout, en Alaska, au Nevada, comme on appelle à Utah. Et c'est de là que
me suis vu vraiment, disons, passionné par ce métier. Et j'ai vu qu'avec les acquis que nous avons en Guinée, on pouvait quand même tirer beaucoup d'expérience. On va y revenir. D'accord. C'est le contraste entre la richesse du sous-sol et la pauvreté de la population. D'accord. Donc, j'ai fini ces études et je suis resté, bien sûr, je n'ai pas décidé de rester. Et je me suis mis effectivement à la disposition du gouvernement guinéen à l'époque. Et je dois dire que le bourse Alco, c'est la compagnie de boxe de Guinée, à travers Alco, qui l'a financé. Mes études de doctorat, ce sont les professeurs avec qui je travaillais, qui ont quand même eu confiance en moi. Ils ont supporté mes études pour que je fasse un doctorat. Effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je l'ai fini. Et pendant près d'une trentaine d'années, je travaille dans l'industrie extractive. Ça m'a amené un peu partout, avec de grandes responsabilités, des taux d'exploitation. Nous faisions de l'or au Nevada, comme on appelle à Utah, à Salt Lake City, comme on appelle Grease Creek Mining Company, à chose, en Alaska. Et de là, je me suis retrouvé finalement avec Freeport, qui est un des géants du cuivre, peut-être la plus grosse boîte au monde. On a travaillé avec eux jusqu'à ce qu'il y a eu la décision pour moi de venir justement m'insérer dans le processus ici. Alors, c'est le contraste justement entre la richesse que nous avons du sous-sol et la pauvreté extrême que l'on observe qui m'a quand même poussé à trouver cette voie pour pouvoir, disons, pouvoir agir d'une certaine façon à ce que les ressources puissent bénéficier à pratiquement tout le monde. C'est ce qui m'a amené ici. À revenir à vous lancer en politique, on en parlera sûrement. Ça se voit donc que vous êtes un expert, comme je l'ai dit tantôt, affilié, qui a mené rouler un peu sa bosse partout, qui a vu des choses en Guinée, mais aussi en dehors du pays. En Afrique. En Afrique, comme vous le dites si bien. Mais également, vous êtes doublé d'un homme politique aujourd'hui. Vous êtes revenu en Guinée, vous êtes lancé en politique. J'aimerais savoir le regard des deux hommes, le regard de l'expert, le regard de l'homme politique en un sur les transitions écologiques, le défi auquel notre pays fait face aujourd'hui. Bien. Alors, quand on parle de transition, bien sûr, ce n'est pas une transition comme nous sommes en train de... c'est une autre transition. C'est vrai qu'on est en double transition. Exactement, ça c'est une autre transition. Et là, je dois dire que c'est simplement une notion évolutive. La transition dont on parle, la transition écologique, c'est une évolution vers, disons, un autre modèle, un modèle de développement social et économique qui prennent en compte justement les exigences de la conservation de la nature, comme on appelle des efforts pour pérenniser justement le développement durable, des efforts aussi pour faire en sorte que nos projets ne soient pas en contradiction avec disons, les exigences, comme je l'ai dit, de la biodiversité et une autre culture en fait, la transition dont on parle. Alors, il faut qu'on en parle en termes d'abord peut-être en termes techniques. Je suis un ingénieur et étant donné l'expérience que moi j'ai vécue au niveau de ma profession, je sais que, disons, le respect des normes environnementales est de rigueur dans tous les pays, surtout aux États-Unis, à travers leur grande entreprise qui est pas une entreprise, mais un service spécial qu'on appelle EPA, Environmental Protection Agency, l'agence de protection de l'environnement, qui a alors les mains libres, justement, les coulées très franches, pour pouvoir faire respecter ce qui doit être fait pour ne pas que la population ou alors la faune, les forêts qui doivent exister, continuent d'exister. Parce que si on ne tient pas en compte effectivement ces exigences, on risque de se retrouver avec un monde invivable, un monde où on ne pourra pas vivre. Alors, je pense qu'au niveau de ces structures-là, on s'est quand même retrouvé en train de nous battre et de faire en sorte que
tout puisse être justement dans les normes. Le problème que nous avons, c'est que quand on parle aujourd'hui de réchauffement climatique et tout ça, ce sont des choses qui arrivent simplement parce que nous n'arrivons plus à contrôler l'équilibre qu'on devrait avoir justement entre les gaz qui contribuent justement à ce qu'on appelle l'effet de serre et l'absorption qui devait être faite en ce moment-là. Alors, nous nous retrouvons franchement avec cette augmentation du climat, enfin de la température diurne, qui fait en sorte que nous avons beaucoup de phénomènes qui sont liés justement à ces grosses variations de température. Alors, les variations de température comme quoi? Quand il y a de grosses variations, comme je l'ai dit, ça peut être aidé aussi par les mouvements que nous voyons au niveau justement du soleil, parce qu'il y a des tempêtes solaires qui ont effectivement des vagues qui nous frappent. Et quand elles le font, ces vagues, font en sorte que nous ne soyons pas prêts justement à les absorber. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, il faut qu'on essaie d'abord de faire en sorte qu'on puisse maintenir, parce que l'élément fondamental, c'est le carbone. Après le carbone, il y a bien sûr tout ce qui est carbone. Quand on fait les déforestations, c'est la masse de gaz carbonique qu'on est en train d'augmenter. Et quand on le fait justement, ça contribue à l'augmentation de la température du globe. Parce que tous ces gaz-là se trouvent au niveau de l'atmosphère. Alors nous voulons faire en sorte, on doit faire en sorte que chacun se responsabilise parce que chacun a une partition à jouer. Que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau des familles respectives et de nos préoccupations journalières. Donc nous devons faire en sorte que nous soyons conscients justement du rôle qui nous est dévolu pour pouvoir effectivement assister à maintenir cet équilibre. Alors, je veux simplement dire que la conservation des normes environnementales, elle est de rigueur si on veut un monde, disons, qui soit en harmonie avec les exigences du développement économique. Le développement économique ne peut pas aller sans le développement de l'environnement. Parce que s'il n'y a pas un environnement qui soit capable d'accepter ou alors de faciliter ou alors de développer justement ces notions, on ne pourra pas avoir de développement parce que la Terre peut-être finira par être hostile aux hommes et à tous ceux qui y habitent. C'est ça. Avec le vivant qu'on déploie à pouvoir. Dans le même sens, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'est-ce qu'on est en transition. Oui. Moi, je voudrais avoir votre regard sur l'action du gouvernement, mais pas sur le gouvernement forcément de transition, oui. mais sur le gouvernement guinéen sur le long cours. Oui. Vous avez observé, parfois de loin, parfois près, très près, ce que les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental. D'abord, de l'architecture, vous avez parlé, j'ai cité l'exemple des États-Unis, où il y a une structure qui a les coudées franches. Exactement. Là, on a beaucoup de ministères qui interviennent. Oui. Quel est votre regard? Peut-être demain, vous, président, c'est la même structuration que vous allez garder. Avez-vous réfléchi à une structuration qui puisse tenir compte du respect du vivant, qui puisse tenir compte de l'intérêt des citoyens et tout? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, même dans le développement industriel, quand on veut, par exemple, mettre en place des projets de développement minier, il y a un aspect très important qui parle de l'étude d'impact environnemental. Cette étude d'impact doit cadrer, en fait, tout ce qui peut être fait pour d'abord prévenir ou alors, il y a deux modes, le mode curatif et le mode, disons, préventif. Curatif, c'est quand il y a déjà un désastre. On essaie de le résorber. Disons, préventif, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de crise se rapportant à cet état de fait. Mais au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas, je ne parle pas du gouvernement qui est là aujourd'hui, nous n'avons pas été très exigeants par rapport, par exemple, aux études d'impact environnemental. Un exemple courant. Allez aujourd'hui à Bokeh, par exemple. Allez à Bokeh, vous avez zone minière de préférence, où on transporte de la bauxite dans des camions qui ne sont pas appropriés, et tous les toits sont couverts, par exemple, de poussière, et en même temps, on est en train de
comment on appelle, de décaper la nature, le rythme auquel on assiste à la destruction de l'environnement, disons-le franchement, est inacceptable. C'est inacceptable et dans ces conditions-là, c'est le gouvernement, à travers justement les prises de position, ou alors les lois qui sont mises en avant, puissent nous permettre de pouvoir, c'est pas seulement important d'avoir des lois, il s'agit de pouvoir les traduire en actes concrets, c'est-à-dire c'est le suivi. Une fois que les lois sont là, le suivi devrait nous permettre de prendre toutes les décisions qui s'imposent afin que la nature soit d'abord respectée. Ici, malheureusement, les études d'impact environnemental ne sont même pas de rigueur. Parfois, il y a des projets qu'on commence qui font semblant de faire une étude d'impact environnemental, mais ça n'existe pas. Dans les autres pays, par exemple, nous avons travaillé dans l'or. Quand vous avez, avec l'or, nous traitions justement nos minerais avec la solution de cyanure. Et il y a justement des mares ou alors des cuves qu'on devait entretenir. Si vous avez la malchance, un seul oiseau migratoire meurt dans une de vos mares, un seul oiseau, ça vous fait une amende de $10,000. Imaginez un oiseau, un seul oiseau. Alors c'est à vous maintenant de prendre les dispositions pour prévenir justement cet état de fait. Parce que vous en tuez 10, vous serez peut-être hors de business. Alors ici, ça ne se fait pas. On voit même qu'il y a des espèces, parce que la nature, comme je l'ai dit, elle est partagée entre les hommes et les animaux. Ils sont là et même, disons, la végétation. Et l'homme pense être au centre, alors que ce n'est pas forcément local. Exactement. Alors si on ne prend pas les dispositions pour que les hommes se sentent aussi responsables et bénéficiaires autant bien que les autres, on risquera justement de fausser l'équation et dans ces conditions, les conséquences seront graves pour tout le monde et on ne veut pas arriver là. Ouais, grave pour tout le monde, grave surtout pour les populations les plus pauvres, comme nous le savons, il y a des études sérieuses qui montrent que les pauvres sont les plus impactés, les plus vulnérables par rapport à l'effondrement de la biodiversité vivante. Tout à fait, tout à fait. Regardez justement les efforts qui doivent être faits pour d'abord délocaliser les populations au cas où il y a un projet d'envergure qui doit s'implanter. Ces efforts-là ne sont pas soutenus. Parfois, on prend des gens qui ont vécu pendant très longtemps dans une zone, qu'on vient déguerpir sans mesure d'accompagnement. Et dans ces conditions-là, c'est eux qui en pâtissent. C'est ça. J'aimerais avoir votre point de vue. Selon donc le dernier rapport de l'IDI Guinée, il y a jusqu'à 45% de l'élite dans les zones minières qui est corrompue. Oui. Qu'est-ce qui aggrave? C'est extraordinaire ça. Peut-être la moitié de ceux qui interviennent dans les industries extractives sont vus comme étant corrompus. Qu'est-ce qui aggrave ce phénomène et qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ce problème? Bon, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris justement du comportement de l'élite parce que ça commence au niveau même des négociations pour pouvoir arriver à ces projets. Quand vous voyez quelqu'un qui est en charge, par exemple, d'un département comme les mines ou comme un autre département, qui ne prend pas en compte les préoccupations réelles du pays, qui s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il peut avoir dans le projet, en ce moment, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de travailler pour le bien du pays. On ne travaille pas pour l'intérêt général. On ne travaille pas pour l'intérêt général. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez voir, et les rumeurs étaient là avant, quelqu'un qui a un projet qui veut venir, on lui demande 5% pour celui qui va signer le document, sur la base de quoi? Et le peuple, et le pays, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le départ pour la corruption. L'autre pan de corruption, c'est que il suffit d'aller avec des pots de vin. Des pots de vin pour faire passer un projet. Vous le donnez, ce pot de vin, vous l'offrez, bien sûr, c'est pas à ciel ouvert. Et on vous donne des faveurs particulières. Et si ça doit se faire, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de suivre les règles comme ça devrait se faire. Un autre exemple, tout dernièrement, on a parlé, je ne veux pas être spécifique pour ça,
Vous avez peut-être entendu qu'il y avait eu un avion ou des avions qu'on a donné à la junte, par exemple. Alors, il semblerait que ce sont des avions qui sont donnés à quelqu'un qui veut négocier et qui veut s'investir dans les mines. Or, si déjà, avant de vous asseoir, vous avez quelqu'un qui vient vous faire des faveurs, comment est-ce que vous allez être rigoureux pour prendre effectivement les positions qui puissent défendre l'intérêt général? Mais quelque part, vous allez vous sentir, disons, obligé de lui faire des concessions. Certaines concessions, qu'elles soient justes ou pas, des concessions qui ne sont pas obtenues au cours d'une discussion où chacun, parce que toutes les compagnies minières qui viennent, ne viennent pas ici pour faire des travaux de charité. Ce ne sont pas des organisations charitables. Ils viennent chercher de l'argent. Et nous on ne peut pas les empêcher d'obtenir ce qu'ils peuvent obtenir. De la même façon, eux aussi ne peuvent pas nous empêcher de défendre les intérêts du pays. Et si on est justement dans ces discussions, c'est pour faire valoir effectivement les points de vue qui puissent se rapporter à l'intérêt que nous avons justement dans ces projets. C'est la raison pour laquelle nous pensons, quand vous avez un projet de ce genre, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les retombées de ces projets puissent bénéficier à toute la population, à travers des projets qu'on peut implanter. Ce n'est pas parce que Nimba Simandou se trouve en région forestière que les retombées doivent rester là, parce que ça appartient à tout le peuple de Guinée, à tous les Guinéens. C'est comme ça que nous observons la chose. Voilà. Merci. Je rappelle que notre invité dans cette émission, c'est Dr Edouard Jotomo Pogomu. On est en train d'échanger un peu sur les industries extractives en Guinée, les défis liés à la gouvernance de ces enjeux. Autre chose, c'est toujours selon le dernier rapport de l'ITIE. Il ressort que le secteur minier contribue à plus de 65% du produit intérieur brut. Oui. C'est symptomatique d'un pays qui dépend des ressources naturelles. Oui. Et au début de l'émission, vous avez parlé du paradigme sur on est dans un pays au sol et au sous-sol, peut-être même au-delà, peut-être même la mer et tout. Le pays a tout. Il y a toutes les opportunités. On est scandale ceci, scandale cela. Oui. Mais on est aussi un scandale pour être un pays où les populations vivent dans une extrême pauvreté. Toutes les études, tous les rapports le mentionnent. Sommes-nous dans une malédiction des ressources naturelles? Non, moi je crois que c'est une question de mentalité. Ce sont les hommes. Dieu nous a donné beaucoup de richesses. Mais c'est à nous de les mettre en valeur et c'est à nous d'orienter justement ce qui en ressort. Ce n'est pas à ceux qui viennent nous aider pour les mettre en valeur qui vont s'occuper de nos problèmes. Ici, vous avez parlé de l'ITIE. L'ITIE, d'abord, ça a été mis en place pourquoi? Pour rendre transparent justement le processus des rapports que l'on dépose et qui doivent mettre à la face de tout le monde ce que l'industrie est en train de faire du point de vue de leur contribution, la production qui est extraite, les valeurs et tout, que ça ne soit pas caché dans des tiroirs, que ce soit devant tout le monde. Sauf qu'à la décharge, c'est ainsi. Sauf qu'à la décharge du gouvernement guinéen, nous sommes un des rares États qui publie tous les contrats miniers aujourd'hui. Oui, mais ça c'est venu justement après les exigences. L'ITIE n'était pas là avant. Je crois que l'ITIE s'est installé peut-être dans les années 2013. Oui. Dans les années 2007. 2007. Mais les premiers rapports ne sont pas tombés automatiquement aussi. Oui, c'est vrai. Ça a pris du temps. Mais maintenant, quand nous nous sommes rendus compte effectivement de ce qu'il a de faire, nous avons essayé à notre niveau d'expliquer aux gens comment est-ce qu'un pays comme la Guinée peut être immensément riche dans son sous-sol et que justement la population soit alors d'une pauvreté qu'on ne peut pas décrire. Alors nous avons essayé de montrer effectivement à travers les rapports qui étaient déjà tombés. Je crois qu'il y a eu un recensement général qu'on appelle le RGPH 3 et ensuite il y a l'Institut national de statistique a publié une étude qui montre la distribution de la pauvreté multidimensionnelle en Guinée. La pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Ça peut être le manque de matériel, le manque de maisons, le manque de soins de santé et tout ça. Aux Nations Unies, ces indices-là ont été consolidés pour déterminer ce qu'on appelle l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Alors, on s'est amusé
à transposer cette carte de distribution de la population, enfin de la pauvreté multidimensionnelle, sur l'implantation des compagnies minières en Guinée, à la même échelle. Alors c'était une façon de voir s'il y a une corrélation directe entre l'implantation de nos services, de nos, comment on appelle, unités minières, et la pauvreté. L'indice de pauvreté en Guinée, c'était 37 et quelques. Ça, c'était déjà haut. Quand l'indice est élevé, ça veut dire que vous êtes pauvre. Alors, on s'est rendu compte que, justement, les régions où il y a un plus grand nombre de compagnies minières et une implantation forte, c'est les compagnies qui ont l'indice de pauvreté multidimensionnelle beaucoup plus élevé. Ça veut dire que ce sont des zones qu'on est en train d'appauvrir. On les appauvrit, il n'y a pas de mesure, justement, pour pouvoir contrecarrer justement renverser cette tendance. Boké est un exemple typique, la vie est très chère à Boké alors que les populations sont très pauvres. Exactement. Alors ça avait surpris. Cette étude dont je parle là, c'était un colloque. J'ai été invité à ce colloque-là à Paris, devant l'Assemblée nationale française. On l'a fait là-bas, et quand j'ai présenté ce document, beaucoup n'en revenaient pas. Pourtant, c'est une réalité. Et là, je n'ai pas fait, c'est pas moi qui ai calculé, j'ai simplement pris le travail des autres et je les ai interprétés justement en faisant ressortir l'impact sur la population. Et quand j'ai présenté une vidéo où on faisait transporter justement des véhicules sur des pirogues pour les faire traverser, personne n'a cru. Pourtant, c'est réel. C'est réel. Donc, nous sommes justement écœurés par ce genre de choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit quand même, puisque ce n'est pas les propositions qui ont manqué, il faut que l'on soit, on ne peut pas avoir seulement des porte-voix, il faut que nous portions nous-mêmes nos voix, puisque nous sommes en face de ce problème récurrent, voire persistant. Il faut qu'on fasse en sorte que nous puissions apporter maintenant des éléments justement d'application. C'est ce qui vous a, pour le dire autrement, c'est ce qui vous a amené en politique. Tout à fait. Au-delà des propositions que vous faites en tant qu'expert, vous vous êtes dit à un moment, je vais descendre sur le ring et mettre la main à la pâte, c'est ça? Tout à fait. Nous avions fait des propositions. Vous vous rappelez, en 2013, il y a eu une grève. Oui, qui a abouti un peu à la fermeture. Exactement, qui a abouti à la fermeture. Et une paupérisation avancée. Effectivement. Alors, quand nous avons vu ça, nous avions fait des propositions. Nous avions fait des propositions en demandant au gouvernement d'abord de ne pas favoriser l'implantation des unités d'extraction de bauxite. Parce que extraire la bauxite et l'exporter de cette façon ne nous apporte absolument rien. Absolument rien. On l'a dit, martelé. Alors, ce schéma-là, en leur demandant s'ils ne peuvent pas faire un moratoire sur, disons, l'implantation de ces sociétés minières-là, faire en sorte que celles qui sont là ne se limitent pas seulement à extraire la bauxite. On va me dire que ces compagnies viennent ici, investissent de l'argent et tout ça, d'accord, mais on peut faire en sorte que, nous avons fait la proposition, que ces compagnies-là puissent, disons, mettre en commun leurs avoirs pour créer justement des unités de transformation, ne serait-ce que partielles. Unité de transformation, la bauxite, il y a 3 niveaux, bauxite, alumine et puis aluminium. Et on sait que c'est là que l'État gagne, c'est là qu'il y a de la valeur ajoutée. C'est effectivement là qu'il y a la valeur ajoutée. En plus de cette valeur ajoutée, c'est là qu'on résolve beaucoup de problèmes de chômage. Aujourd'hui, avec la mécanisation poussée, une mine, disons, qui extrait seulement la bauxite, avec 100 ouvriers, avec de gros équipements, vous n'avez pas besoin d'avoir toute une masse. Mais si vous allez à un niveau un peu plus élevé, au niveau de l'alumine, là, vous allez voir l'implication d'autres catégories de travailleurs, des ingénieurs, comment on appelle, chimistes, des mécaniciens, et toute une gamme d'employés. Alors, ceux-là vont venir s'installer, et en s'installant, bien sûr, ils ont des familles, et ça va profiter justement à la création d'emplois non directs. Donc, du coup, de la redistribution. La redistribution, effectivement, des ressources. Alors, nous avions proposé ça. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas si on est là-bas. J'étais très content quand le colonel avait parlé la dernière fois
de mettre les compagnies en demeure de suivre un schéma d'intégration. C'est ce que nous appelons l'intégration à la verticale. Malheureusement, ça reste seulement lettre morte. Parfois, c'est des Les mines, c'est d'abord une question technique. Les aspects techniques sont bien ficelés, qu'on peut maintenant vendre le produit que vous en sortez. Allez directement, vous voulez le faire de ça une question commerciale, on va perdre de vue justement l'objectif et tous ceux qui viendront là chercheront leur part. Vous savez, la mentalité, comment on appelle ça? Le mercantilisme, on l'a créé, entretenu en Guinée. Alors, tous ceux qu'on met dans ces départements cherchent simplement à avoir des camions pour transporter la voiture. C'est la raison, exactement. C'est une façon de faire de l'argent facile. On ne se soucie pas de l'impact sur le développement du pays. On se soucie beaucoup plutôt à ce qu'on peut en tirer et de façon beaucoup plus facile et le plus rapidement possible. Alors, quand on est dans ce schéma, moi je pense que les choses doivent s'inverser. Je dis encore une fois, le colonel avait de très bonnes intentions, mais il y a une certaine réalité. Il faut d'abord ce changement de mentalité, et il faut ce changement justement au niveau de, comment on appelle ça, toute la classe dirigeante, qui accepte cet état de fait parce qu'il s'agit justement de garder les avantages, des privilèges qu'on a déjà obtenus. Je rappelle que c'est notre invité dans l'émission de la Beauté, c'est Dr Edouard Zotomou Pogomou, homme politique et expert sur les industries extractives. Docteur, vous étiez en train d'expliquer combien de fois la position de la société qu'on a mercantilisée, je le dis comme ça, est un frein au développement et combien de fois les citoyens devraient être organisés, se mobiliser pour un développement structuré mais aussi équilibré. Moi, je voudrais vous ramener un peu sur la déforestation. Moi, j'ai grandi un peu en Guinée forestière, j'y retourne régulièrement et il n'y a pas longtemps, la Beauté a fait une tournée en Guinée forestière, à voir l'effondrement du vivant, de la biodiversité, de la déforestation dans cette région. Aujourd'hui, la Guinée forestière n'a de forêt en réalité que de nom. Excepté Ziama, en ce qui me concerne en tout cas, excepté Ziama, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quel est votre regard, vous qui êtes de la région aussi, si je ne m'abuse? Si vous comparez cette région il y a 40, 50 ans et ce qu'on a aujourd'hui, quel est votre regard dessus? Je vous rappelle, nous on a été voir par exemple l'une des compagnies qui est dans la région, qui est Forêt Forte. Le discours qu'ils ont, c'est juste ahurissant. Parce qu'ils ont tendance à faire croire que ce sont des petits exploitants du bois qui déforestent le plus, alors que Forêt Forte avait même pris une position contre Ziama. Ils avaient mis toutes les dispositions en place avec l'ancien gouvernement pour exploiter Ziama, le seul refuge pratiquement qui nous reste aujourd'hui en termes de biodiversité et du vivant. Ouais. Bien, moi je dois d'abord dire que en termes de contraste, j'ai travaillé au Cameroun avec Geovic Mining Corporation. Nous étions là pour l'extraction du cobalt et du nickel qu'on utilise comme batterie dans les téléphones portables. Alors, la forêt primaire que j'ai trouvée au Cameroun, si je la compare à notre région, on n'a pas de forêt. On n'a pas de forêt, c'est ça, il ne faut pas le mâcher les mots. On n'a pas de forêt. Alors, on sait que justement c'est le phénomène de déforestation là qui justement conduit à, disons, à la destruction effectivement de cette enveloppe qui devait couvrir. Vous savez, l'émission du gaz carbonique là, c'est quand vous ne pouvez pas maintenir le carbone dans le sol qui va finir par, quand on le brûle, on est obligé d'émettre du gaz carbonique qui contribue justement à cet échauffement dont nous parlons là. Alors, si nous sommes déjà à ce niveau-là, on n'a pas pris les dispositions pour que on puisse effectivement contenir, gérer justement cette forêt qui disparaît tous les jours à une vitesse alors exponentielle si vous voulez. C'est que si on n'inverse pas la tendance, nous ne pourrons pas tirer quoi que ce soit justement de l'existence de ces forêts. Alors,
Moi, je pense que du point de vue du maintien de cette biodiversité, il va falloir que chacun, comme je l'ai dit à l'entame, joue sa partition. Les compagnies qui viennent s'installer, puisque ces compagnies n'ont pas justement de bons plans de reboisement, parce que c'est là où ça commence aussi. Normalement, quand on coupe un arbre, il faut en planter un autre immédiatement. Et quel arbre on a coupé? Voilà, le même genre, ainsi de suite. Alors, je vais vous dire que, je parlais tout à l'heure du Cameroun, nous avions une étude, on a fait une étude justement de la biomasse, parce qu'on devait installer, j'étais chargé de l'étude, pour installer une centrale thermique. Au lieu de brûler du mazout comme on le fait à Fria, on voulait, disons, expérimenter avec les déchets de bois, parce qu'il y a beaucoup d'usines de sciage dans le pays. Mais on s'est rendu compte que cela allait accélérer justement la déforestation. C'est pourquoi nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous avons été effectivement contre au niveau de notre propre compagnie, à l'intérieur de la compagnie. Vous avez fait de la résistance à l'intérieur. Exactement. Nous nous sommes dit qu'on ne peut pas imposer ce genre de choses. D'abord, le gouvernement ne va pas l'accepter et nous-mêmes ne devions pas proposer une telle mesure. Parce qu'on ne peut pas, disons, favoriser alors que dans nos pays là-bas, quand je dis nos pays là où nous évoluons, les exigences sont là. Quand vous dites nos pays, c'est en Occident. Exactement, en Occident. On ne peut pas imposer parce que là-bas nous exigeons, ici on ne devrait pas faire le contraire. Parce que le monde de ce qui se passe aujourd'hui ici, si on impacte l'environnement, avec le temps, on va impacter l'environnement un peu partout. Parce que c'est ça. Le monde, il est globalisé. Souvent, d'ailleurs, on l'a dit au début de l'émission, c'est souvent le réchauffement qui se fait là-bas que nous ressentons ici. Ça fait que ce danger est devenu aujourd'hui un enjeu mondial, le réchauffement climatique. Plusieurs mécanismes. Il y a les différents COP. Le COP de la biodiversité, le COP du climat. Et récemment, l'année dernière, au mois de juillet 2022, il y a eu le premier congrès africain des aires protégées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécanismes au niveau international. On sait aussi, on est en Guinée, la Guinée est une population fortement politisée. On n'en dit pas assez, mais c'est une population très politisée que nous avons. La population guinéenne, elle est majoritairement jeune aussi, avec tout ce qui va avec les bons et les moins, et les mauvais. Et les mauvais. Moi, je voudrais savoir, à votre avis, cette population, elle est connectée aujourd'hui aussi. Pendant la Première République, on pouvait cacher des choses aux gens. Aujourd'hui, on ne peut rien cacher à personne. Mais aujourd'hui, tout ça, est-ce un atout avoir une population jeune, politisée, connectée, quand on sait que les défis liés au changement climatique relèvent, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas du commerce, c'est de la technique. Et une technique aujourd'hui qui se complexifie de jour en jour. Est-ce cette population jeune, c'est au minimum 65% de la population guinéenne, est-ce un atout ou c'est un handicap quand on sait qu'il y a des défis liés à la planification? Moi, je crois que c'est un atout. C'est un atout. Dans la mesure, il faut prendre des dispositions justement pour conscientiser cette jeunesse. Parce que si on ne la conscientise pas, elle va prendre une autre direction. Et si elle prend des directions qui ne sont pas souhaitées, en ce moment, c'est nous qui allons perdre. C'est un atout si on sait l'utiliser. Il ne suffit pas d'avoir des jeunes. Si on a des jeunes qui se soucient de ce que nous faisons, dans ces conditions-là, c'est très bon. Mais s'ils ne se soucient pas de ce que nous faisons, en ce moment, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Parlons de ça. Quel est le regard que vous faites sur l'implication du gouvernement dans l'éducation à la citoyenneté? Je parle d'éducation à la citoyenneté pour parler d'éducation vraiment de façon générale. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette éducation? Cette éducation, pour nous, elle est indispensable pour les transformations en cours. Est-ce que le gouvernement, encore quand je parle de gouvernement, je parle de gouvernement sur le long terme. De façon générale. Est-ce que le gouvernement fait assez pour l'éducation à la citoyenneté selon vous? Moi, je pense que le gouvernement doit fournir davantage des efforts justement de conscientisation. La conscientisation, ce n'est pas seulement des actes ponctuels. Vous allez aujourd'hui ici, vous tenez un meeting pour informer les gens et puis vous attendez 2 ans après pour refaire la même chose, doit se faire dans la continuité. C'est ce qui manque et c'est ce que le gouvernement doit faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. On est vers la fin. On est vers la fin de cette émission. Le docteur Edouard Zotomou Pogomou,
Au nom des auditeurs de Radio Terre et de l'espace Régis Média, nous vous remercions sincèrement d'avoir joué le jeu, d'un dialogue fluide entre décideurs politiques que vous êtes et citoyens engagés que nous prétendons être. Demain, vous êtes élu président de la République. Oui. Demain, vous êtes Premier ministre ou ministre des Mines. Oui. Vous devez prendre une seule décision Oui. pour inverser le cours des choses de ce que nous venons de dire. Oui. Une décision. Quelle décision? Quelle va être la première liée aux questions dont nous venons de parler? Et pour mettre, ma question elle n'est pas finie, pour mettre en œuvre cette décision, par quel acteur allez-vous passer? Bien, là, la question à $1 million. Oui, c'est ça que les Américains et les Anglais appellent le $1 million question, c'est ça. Alors, je pense qu'il faut, au niveau des gouvernants, je pense qu'il faut aller au-delà justement des rhétoriques. Le discours. Les discours, au-delà des discours. Ne pas faire de discours si on ne peut pas franchement les suivre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde parle de développement, tout le monde parle de conscientisation, tout le monde parle d'avancée politique. Si on a vraiment envie d'aider la population, de faire en sorte qu'elle puisse bénéficier de ce que la nature lui a légué, et il faut d'abord qu'on mette en place des systèmes compétents, des systèmes qui ne favorisent pas justement cette vision mercantiliste dont on a parlé. En même temps, il faut que le gouvernement se dise qu'il est en mission. Sa mission, c'est de pérenniser justement et de préparer un avenir radieux pour la population de demain. Et c'est dans ça que l'implication des jeunes aujourd'hui est capitale. Si les jeunes sont impliqués dans ce qui est de leur devenir de demain et pour leurs enfants, je crois qu'ils vont s'y mettre. Et il faut qu'on fasse en sorte que ce n'est pas de la mer à boire en fait. Je vais vous donner simplement un petit exemple. On est dans un pays comme le Niger. Le Niger est un pays... Le Niger, je rappelle pour les auditeurs de Radio Terre que c'est un pays d'Afrique de l'Ouest également. Exactement. Désertique. Exactement. Tout ne commence pas juste par... ils sont dans des programmes effectivement de reboisement. Et je crois que même en Libye, la Libye qui est un pays désertique, avait commencé à faire effectivement, à créer des forêts en fait. Et des fleuves artificiels. Et des fleuves artificiels. Ça, c'est des efforts qui doivent nous guider, qui doivent nous servir de référence. En ce qui concerne justement les retombées, on a souvent parlé ici, par exemple, de mines contre ressources naturelles. Le troc. Le troc. Alors, l'exemplification justement de cette façon de concevoir les coopérations a été matérialisée au Niger encore une fois. Mahamadou Youssoufou, c'est un ingénieur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ingénieur de mine. Mahamadou Youssoufou, c'est l'ancien président du Niger. Il a fait l'école de mine de Saint-Étienne. Dans le cadre de ce qu'on a appelé ressources minières contre infrastructure, Mahamadou Youssoufou, juste pour le bien de la population, a construit un hôpital à Niamey qui n'a pas son second ici, en Afrique du Nord. Un hôpital de référence. Un hôpital de référence. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train de voir le rôle justement du gouvernement dans la gestion des ressources du pays. C'est comme ça, au lieu que ce soit simplement un lieu où le népotisme, par exemple, favorise certaines personnes parce qu'on veut justement leur créer les conditions pour se faire de l'argent. Ils ne font pas de l'argent pour tout le pays, mais pour eux-mêmes. Donc, il faut ce changement de mentalité. Et pour ça, c'est un travail dans la durée. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on peut entreprendre aujourd'hui. Il faut persévérer justement dans ce sens. Et tant qu'on ne l'a pas fait, je crois que nous serons très loin de pouvoir atteindre l'objectif. L'autre chose, il faut avoir le courage de dire, j'ai l'impression, moi c'est ça mon impression, nos pays francophones, on dirait que nous avons hérité de quelque chose. On a un passif lourd. Bien sûr, les anglophones, c'est quand
étudies dans un pays anglophone que tu te rends compte effectivement que ces gens ont un respect fou pour tout ce qui est de, comment on appelle, de biens publics. Je ne sais pas si c'est ça qu'on leur inculque, mais en tout cas, c'est ça que j'observe. Parce que c'est des gens où parfois vous pouvez aller quelque part, on dit gentleman agreement. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une sorte de force coercitive, de gouvernance pour pouvoir vous entendre sur quelque chose et tout le monde l'applique, tout le monde suit. Bon, chez nous ici, c'est toute une autre mentalité. En tout cas, par la zone francophone. Malheureusement, je me suis souvent posé la question de savoir si, en fait, si c'était tard, effectivement, de commencer ce lavage, ce changement de mentalité-là, en s'alignant carrément derrière le cursus ou le curriculum, disons, anglais. Il y a des pays africains qui sont en train de l'expérimenter. Le Rwanda l'a fait. On verra ce que ça. On voit que le Togo aussi, le Gabon sont en train de Exactement. Moi, j'avais depuis très longtemps dit que c'est des efforts qu'on devait faire pour pouvoir expérimenter ce genre de choses. Sinon, on ne s'en sortira pas. Regardez aujourd'hui, quand partout vous parlez, vous passez, on parle de détournement de ceci, détournement de cela. Finalement, on se demande vraiment où nous allons partir avec ça. Et entre-temps, c'est la pauvreté qui est en train de ronger le pays. Et c'est ça. Donc, moi, je suis justement pour... Et je serai un soldat, ministre ou quoi, président. L'important, c'est d'abord le peuple. Et tout le monde dit ça, bien sûr. Mais nous allons traduire ça dans les faits. Vous allez nous dire que ce discours est aussi un peu galvaudé. Exactement. Beaucoup le disent. Mais ça n'a pas été notre tendance. Et ici, à notre propre niveau, même au niveau du parti politique que nous avons entrepris cette petite action. À titre vraiment personnel, ce n'est pas un parti subventionné, mais c'est nous qui avons demandé à ce que justement poser des actes pour que le gouvernement puisse nous suivre. Commencer à poser des dallos dans notre ville natale, sans l'aide du gouvernement. Maintenant, s'ils viennent suivre cet exemple, mais tant mieux. Cette ville, c'est à Yomou. À Yomou. Oui, Yomou, je rappelle pour les visiteurs de Radio Terre également, c'est au sud de la Guinée en fait, un peu vers la Côte d'Ivoire. Oui, surtout beaucoup plus à côté de Libéria. C'est la partie qui rentre tout à fait au sud-est. Sud-est de Zérékoré, qui est la principale ville. Le sud de Zérékoré, je parle du sud-est de la Guinée. Oui, mais c'est le sud de Zérékoré. Parfait. C'est parfait. On est blotti entre le Libéria. En fait, beaucoup de gens pensaient que si les Anglais avaient insisté. Un peu plus gourmand. Ouais, un peu plus gourmand. Cette partie aurait appartenu au Libéria. Peut-être qu'on n'aurait pas fait cette émission en français du coup. C'est ça. C'est le mot de la fin. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission aujourd'hui. Il faut quand même dire que le Régis Guinée propose aux décideurs politiques, membres du gouvernement et d'autres instances de prise de décision un espace de dialogue de ce genre, entre dirigeants divisés, transparent et ouvert, dans l'esprit de travail ensemble. Cette émission porte aussi l'idée qu'au-delà d'un lien fluide entre les dirigeants et les dirigés, entre administrateurs et administrés, entre les politiques et les populations, de réelles actions sont envisageables. On voit que c'est possible. Pour mettre en mouvement tous les citoyens guinéens pour un développement durable. Merci encore une fois. Merci de vous avoir prêté aux yeux. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite que ce genre d'entretien se soit organisé afin que les uns et les autres, franchement, puissent s'accorder sur un certain nombre de questions prioritaires. Il n'y a que par ce genre de discours, enfin de discussion, que l'on peut arriver à effectivement mettre en place une société qui répondra à toutes nos préoccupations. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie.